Bonjour, il y a encore des retardataires qui sont au café. Bonjour, vous allez bien? On est bien là ce matin. Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être là, de se voir en vrai, hein. Du coup, on a du mal à commencer parce qu'on veut plus se lâcher. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu et tout. C'est chouette. Bon, en tout cas, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Au nom de la Trust Valley et de ses partenaires, la HUGVD, YPark et Innovo, bienvenue dans ce magnifique bâtiment et cette salle incroyable. C'est la première fois, je crois qu'on l'inaugure, hein, cette salle. Elle est vraiment incroyable. C'est un vrai plaisir de se retrouver aujourd'hui. Bonjour aux internautes qui sont avec nous également. On en a combien, Bruno? Une vingtaine. Bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, vous avez pu profiter du café. Alors j'espère que tout le monde a pris un café parce qu'on a une matinée chargée. Je ne suis pas présenté, je m'appelle Johan, enchanté. On a une matinée chargée, donc je ne vais pas rester trop longtemps. Bruno, tu peux mettre le programme? Voilà. On a des speakers de renom aujourd'hui. C'est vraiment chouette d'être à Yverdon parce que Yverdon, c'est un peu le berceau de la cybersec en Suisse. Et puis, on aura le plaisir d'avoir une présentation à ce sujet-là. Mais la matinée, elle est plutôt orientée sur le futur de la cybersec. Parce que si c'est le berceau, c'est aussi la pouponnière. Et donc, on va essayer de se projeter un petit peu dans le futur aujourd'hui, dans cette matinée, avec des speakers qui vont venir nous parler de cryptographie post-quantique, et ce sera Alexandre Leduc, de Zero Trust, avec Laurent Balmelli. Après, on aura des startups du programme Tech for Trust qui chacune pitcheront. Et puis après, on aura 18 startups au total, et non pas 20 comme il est indiqué. Et puis on se retrouvera encore pour prendre un café. Mais avant cela, je vais accueillir Sylvain Pasini sur scène. Sylvain, si tu veux bien venir pour un mot de bienvenue. Alors normalement, on devait avoir Olivier Collet, qui est le directeur ad intérim de YPark, qui devait nous souhaiter la bienvenue. Malheureusement, il s'est excusé. On n'aura pas le plaisir de l'avoir. Par contre, on a le plaisir d'avoir Sylvain Pasini avec nous, qui est professeur à la HUGVD en cybersécurité et responsable du pôle compétences Y-sécurité. Et donc, il va nous souhaiter la bienvenue au nom d'Olivier. Et je lui laisserai la parole ensuite pour nous faire un petit panorama de l'écosystème de la cybersécurité qui existe ici à Yverdon. Et vous comprendrez mieux pourquoi Yverdon est la pouponnière de la cybersec. Sylvain, merci beaucoup. Merci Johan. Bonjour à toutes et à tous. Alors, au nom de la HUGVD et de YPark, je souhaite la bienvenue à Yverdon-les-Bains. Nous sommes vraiment extrêmement heureux de pouvoir vous accueillir ici. C'est la 3e année qu'on accueille et qu'on héberge un stop du roadshow dans le cadre du programme Tech for Trust, et nous sommes vraiment heureux de cette collaboration. YPark est le premier parc technologique à avoir été créé en Suisse, et c'est aujourd'hui encore le plus grand en termes de superficie avec ses 52 hectares. On voit ces dernières années un très grand développement, et ce bâtiment, cette salle, en est un très bel exemple. En quelques chiffres, YPark, c'est plus de 200 entreprises et plus de 1800 emplois. Et du coup, merci à tous d'être venus ici, en présence ou à distance, dans le cadre de cet événement. Je vais vous parler de la cybersécurité à Yverdon-les-Bains. On a une très forte collaboration entre la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, dont je fais partie, et YPark, le parc technologique qui nous accueille aujourd'hui. Et la cybersécurité et ses liens entre les deux entités datent d'il y a longtemps, à peu près une vingtaine d'années. Les HES, dont la HUGVD fait partie, sont très proches du tissu économique et industriel local. Et donc, au début des années 2000, on a identifié les besoins dans des projets de recherche, principalement dans les télécommunications et les réseaux téléphoniques, des besoins en sécurité assez forts. Et on a démarré des projets de recherche appliqués avec des partenaires dans ce domaine-là. Par la suite, on a créé tout un écosystème, tout plein d'activités autour du domaine de la cybersécurité.
Donc, je vais résumer ces activités sous quelques piliers que sont la formation, la recherche appliquée, start-up et industrie, et la communauté qui, pour moi, est extrêmement importante. Donc, comme je l'ai dit, au début des années 2000, grâce à la recherche appliquée, le pilier de droite, on a pu identifier des besoins. Et ces besoins, on les a concrétisés en 2010 en créant une formation dédiée en cybersécurité. C'est une formation bachelor. Aujourd'hui, on a à peu près 150 étudiants en formation. Et quand on parle de l'avenir de la cybersécurité, beaucoup d'étudiants alumni sont aujourd'hui en train d'être formés et sont déjà dans les entreprises. Donc cette formation est extrêmement appliquée, on a 50% de temps dans la pratique. Et puis, on forme vraiment des ingénieurs de la première année à la troisième année dans tous les volets de la cybersécurité technique. On a aussi des cours dispensés en master et en formation continue dans le cadre de certains cours spécialisés. Le pilier de recherche appliquée, je n'ai pas beaucoup de temps pour déployer, pour débattre de beaucoup de projets ou présenter beaucoup de projets. Là aussi, on essaye d'être vraiment proche du tissu industriel, proche des innovations futures. Et puis, Alexandre Duc va vous parler après de cryptographie post-quantique, comment on peut appréhender les technologies futures. Et ces technologies sont mises en place dans le cadre d'un projet de recherche appliquée, notamment avec l'entreprise SciSec, qui du reste est un alumni du programme Tech for Trust. Ici, à Yverdon-les-Bains, on a un certain nombre de startups et d'industries. J'en ai mis quelques-unes, elles sont bien évidemment pas toutes là, celles qui sont les plus représentatives du domaine cybersécurité et confiance numérique. On a eu des jolis fleurons qui sont nés de projets de diplôme de la HEGVD comme NetGuardian, Smith-Mosoft, qui sont vraiment très bien reconnus. On a aussi eu par exemple StrongCode, qui a ensuite, la technologie a été rachetée par Snapchat, et Snap Switzerland est ici basé à Yverdon, dont la sécurité de l'application mobile est faite en partie ici. Et puis dans le cluster à Y-Park, on a des entreprises vraiment très, très bien renommées, notamment Strong Network, dont vous verrez une présentation plus tard par son fondateur, Laurent Balmelli, qui du reste est aussi le fondateur de StrongCode. Et puis, on a aussi d'autres sociétés, par exemple Equivalent. J'ai vu Michael Platten, qui est ici, le CEO, qui est une entreprise très bien reconnue dans tout ce qui est confiance digitale. Et puis, une autre chose qui est vraiment importante pour nous, c'est la communauté, la collaboration, le partage. Et pour ça, on a un excellent événement. On en a plein d'événements comme celui-ci, mais on en a un qui est très, très grand, c'est Black Alps, qui a un peu plus de 10 ans de vie et qui est un événement qui rassemble la communauté technique à Yverdon-les-Bains. C'est à peu près 500 participants, 2 journées de conférences et de workshops. Et là aussi, on parle des tendances actuelles et futures en cybersécurité, que ce soit les techniques d'attaque ou techniques de défense. Alors voilà, j'ai cœur à présenter toujours l'écosystème complet. Pour moi, chaque pilier est important et nourrit les autres. Autant la formation nourrit la recherche appliquée nourrit la formation, et ainsi de suite. Donc chaque pilier a vraiment son rôle à jouer vers les autres piliers. Et puis, on est très fiers d'avoir été baptisé en 2017 par le temps Capitale Suisse de la cybersécurité grâce à ces différentes activités, à cet écosystème et à la complétude, l'ensemble des activités autour de cet écosystème. Nous en sommes très, très fiers. Voilà. C'était une présentation rapide et si vous avez des questions après, je serai disponible pendant le café. Merci à tous pour votre attention et bonne suite de journée. Je donne la parole à Johan. Merci Sylvain. Merci beaucoup. J'avais omis de préciser qu'effectivement Sylvain était l'organisateur de Black Alps. Je ne sais pas si c'est une conférence auquel vous avez déjà participé. Si ce n'est pas le cas, vraiment, je vous invite à le faire. Les intervenants et la richesse du programme est juste incroyable. Et en plus, j'anime toujours une session dedans, donc c'est une raison de plus de venir. Non, ça, je ne voulais pas. Sans transition aucune, je vais appeler Alexandre Duc à venir sur scène. Alexandre est docteur de l'EPFL en cryptographie, il est donc spécialisé en cryptographie, professeur à la HUI-GVD, et qui va nous parler du futur et de ses implications, notamment dans le domaine du post-quantique et appliqué à la cryptographie. Alexandre, merci beaucoup. Merci Johan pour l'introduction. Merci Johan pour l'intro. Bonjour et bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Alexandre Duc, je suis cryptographe de formation. Et donc, je vais essayer dans cette brève présentation de vous donner un aperçu de la cryptographie post-quantique. Vous en avez peut-être entendu parler, vous êtes peut-être
eu envie de vous y intéresser, vous ne savez peut-être pas trop ce que c'est. Donc, mon but aujourd'hui, ça va être un peu de vous donner un bref aperçu de ce que c'est et surtout de poser la question, est-ce qu'on doit s'y intéresser maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit préparer pour le futur? Enfin, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette cryptographie post-quantique? Donc, un petit sommaire de ma présentation. D'abord, je vais quand même vous dire qu'est-ce que c'est que la cryptographie. Pour certains, la crypto, c'est peut-être les crypto-monnaies. Alors, ce n'est pas du tout ça. Je vais vous parler donc de cryptographie qui existe depuis donc très longtemps. Vous avez peut-être entendu parler du chiffrement de César, donc ça date des Romains. Donc voilà, c'est quelque chose de vieux. Ensuite, on va voir qu'est-ce que l'informatique quantique et surtout ce que ça implique au niveau de la cryptographie. On va voir qu'il y a des gros changements qui arrivent à cause de l'informatique quantique. Et ça va nous permettre ensuite donc d'introduire la cryptographie post-quantique. Donc c'est de la cryptographie résistante aux attaques quantiques. Et finalement, je vous présenterai un bref état de l'art pour voir où on en est et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, un petit rappel de la cryptographie, et là, je vais vous présenter uniquement les buts essentiels de la cryptographie. Vous savez sûrement ce que c'est que le chiffrement. On aimerait garder de l'information confidentielle. Typiquement, vous faites une transaction bancaire, vous envoyez vos numéros de carte de crédit quelque part, vous avez envie que ce numéro de carte de crédit reste confidentiel. C'est ce qu'on appelle la confidentialité. Et pour s'en protéger, on a des algorithmes cryptographiques qui s'appellent le chiffrement. Donc, voilà un premier point typique de la cryptographie. Ensuite, on a deux autres propriétés qui sont souvent liées les unes aux autres, c'est l'authenticité et l'intégrité. On aimerait qu'une information ne puisse pas être modifiée par quelqu'un qui n'en ait pas le droit. Et on aimerait aussi se garantir que lorsqu'on reçoit une information, qu'elle vienne bien de la personne qui dit l'avoir envoyée. Typiquement, pensez à un email signé. Je suis sûr que pas mal d'entre vous avaient déjà reçu un email signé digitalement. Et la cryptographie est divisée en deux parties. La première partie, on l'appelle la cryptographie symétrique. Donc, la cryptographie symétrique, on a ce qu'on appelle une clé secrète. Et cette clé secrète est donc partagée entre l'émetteur et le récepteur. Et elle doit bien sûr rester confidentielle. En cryptographie symétrique, on aura donc de chiffrement. Vous connaissez peut-être l'algorithme AES qui est très connu. On a aussi de l'authentification qui se fait donc avec les Mac et aussi le chiffrement authentifié qui va combiner les deux. Ce qui est important ici, surtout, ce n'est pas de voir ces noms d'algorithmes, mais c'est surtout de savoir que la cryptographie symétrique ne repose pas sur des problèmes mathématiques sous-jacents. En fait, la sécurité va plutôt être basée sur le fait que des chercheurs ont fait de l'analyse, ont essayé de casser des constructions, mais n'ont pas réussi. Ça va nous donner une sorte de confiance dans les algorithmes symétriques. Par contre, un autre concept, la cryptographie à clé publique, elle va reposer sur des problèmes mathématiques. Alors là, de nouveau, on aura du chiffrement, on aura des signatures digitales et on aura aussi les algorithmes de mise au point de clés qui permettent de démarrer une connexion sécurisée. Tous ces algorithmes sont basés principalement sur deux problèmes mathématiques difficiles. Le premier, c'est la factorisation de nombres entiers. Si je vous donne un nombre et je vous demande de le factoriser, eh bien, c'est quelque chose qui n'a pas l'air évident. Mais il faut savoir que pour un ordinateur classique, c'est aussi quelque chose de compliqué à faire. L'autre problème, que je ne vais pas détailler, est le problème du logarithme discret. Ces problèmes sont derrière la quasi-totalité des algorithmes de cryptographie à clé publique utilisés pour l'instant dans l'industrie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on est capable de résoudre ces problèmes mathématiques, alors on est capable de casser les constructions cryptographiques qui sont basées sur ces problèmes. C'est-à-dire, par exemple, si je suis capable de factoriser des nombres entiers, eh bien, je peux casser RSA. Maintenant, qu'est-ce que l'ordinateur quantique et plus précisément l'informatique quantique? Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique ici, ce n'est pas non plus mon domaine, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ordinateur quantique va fonctionner vraiment très différemment d'un ordinateur classique. Il va exploiter des propriétés, des phénomènes physiques, typiquement des propriétés des photons, pour développer des nouveaux algorithmes qui sont plus puissants que des algorithmes classiques. On va utiliser le terme de qubit au lieu du terme de bit. Donc, on va travailler sur des qubits. On va calculer la capacité d'un ordinateur quantique le nombre de qubits qu'il arrive à traiter à la fois. Pour l'instant, le record est détenu par IBM qui arrive à 127 qubits. Il y a deux algorithmes d'informatique quantique qui vont nous intéresser. Le premier, c'est l'algorithme de Shor.
Que fait l'algorithme de Shor? Qu'implique l'algorithme de Shor? Il permet de factoriser des nombres entiers et de calculer le logarithme discret de manière efficace. Donc, les deux problèmes mathématiques dont je vous ai parlé sur la slide précédente, sur laquelle toute la cryptographie asymétrique repose, eh bien, ils sont résolus de manière efficace grâce à l'algorithme de Shor. L'autre algorithme qui nous intéresse en informatique quantique, c'est l'algorithme de Grover. L'algorithme de Grover permet d'accélérer la recherche exhaustive. La recherche exhaustive, c'est typiquement, si vous voulez trouver une clé secrète et vous voulez essayer toutes les clés, eh bien, vous les essayez une par une. Mais avec cet algorithme, on peut accélérer donc la recherche exhaustive. On a un facteur racine carrée en fait, dans la complexité de l'algorithme. Et donc, qu'est-ce que ça implique tout ça sur la cryptographie? La première implication, c'est sur la cryptographie symétrique. Et là, c'est l'algorithme de Grover qui entre en jeu. Comme je vous l'ai dit avant, il n'y a pas de problème mathématique sous-jacent. Et donc, la cryptographie symétrique, eh ben, on peut faire de la recherche exhaustive de clés plus rapidement. Et donc, la solution qu'on va devoir mettre en place, c'est simplement d'augmenter la taille de clé. C'est-à-dire que, par exemple, de travailler avec AES 128 bits, on va travailler avec AES 256 bits. En cryptographie à clé publique, par contre, le problème est beaucoup plus important et beaucoup plus critique. Si on regarde les signatures à clé publique, eh bien, si on arrive à casser les problèmes mathématiques sous-jacents, on arrive ensuite à signer à la place de quelqu'un, ce qui n'est pas quelque chose que l'on veut. Donc, on a besoin typiquement d'un remplacement. Alors, imaginez que du jour au lendemain, un ordinateur quantique surpuissant apparaisse. Il faut qu'on ait à notre disposition un tel remplacement. Et on peut, à ce moment-là, au moment où cet ordinateur arrive, déprécier tous les anciens algorithmes de signature et mettre en place ces nouveaux algorithmes. Pour le chiffrement, par contre, c'est plus compliqué. Parce que quand on chiffre une information, on a potentiellement envie qu'elle reste confidentielle longtemps. Je chiffre une information aujourd'hui, j'ai peut-être envie que dans 30 ans, elle reste confidentielle. Et donc, si dans 20 ans, un ordinateur quantique suffisamment puissant apparaît, eh bien, mon information sera compromise. Donc, un ordinateur quantique peut compromettre même le passé dans le cadre du chiffrement. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est devons-nous paniquer? Il y a cette menace des ordinateurs quantiques qui nous dit que eh bien, potentiellement, toute la cryptographie asymétrique est cassée. Alors, ma réponse, c'est on n'a pas besoin vraiment de paniquer. Pour l'instant, le record est de 127 qubits. Là en bas, vous avez un schéma qui montre les prévisions d'IBM au niveau de l'évolution des ordinateurs quantiques. Et il faut savoir que pour casser la cryptographie asymétrique, on a besoin de millions de qubits. Donc, on en est quand même encore très loin. Par exemple, l'année prochaine, il prévoit avoir environ 1 millier de qubits. Donc, on est très loin du million. Mais c'est important de savoir qu'il faut préparer le futur et qu'on a besoin d'alternatives pour le futur pour, au moment où ces ordinateurs apparaissent, qu'on soit prêt. Et c'est là que la cryptographie post-quantique entre en jeu. Donc, la cryptographie post-quantique, c'est de la cryptographie qui résiste aux attaques quantiques. Il faut savoir que la cryptographie post-quantique fonctionne sur n'importe quel ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur quantique pour faire fonctionner de la cryptographie post-quantique. En fait, c'est de la cryptographie qui va reposer sur d'autres problèmes mathématiques sous-jacents. Typiquement, on a des problèmes sur les réseaux euclidiens, sur la théorie des codes, enfin voilà, des problèmes mathématiques qui sont plus compliqués à appréhender que la factorisation de nombres entiers. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si on regarde les performances des algorithmes, pour l'instant, ils sont quand même bien en deçà de ce qui se fait en cryptographie traditionnelle. Vous avez ici, alors il y a un petit problème avec les slides, normalement, ce qui devrait être en jaune, c'est ECDH, donc la première ligne. Donc, voilà, la première ligne, c'est de la cryptographie classique, et les autres lignes, c'est de la cryptographie post-quantique, et vous avez ici les tailles de clés et les performances, et vous voyez que les performances sont quand même bien en deçà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce que je n'ai pas le temps. Donc, il faut savoir que maintenant, donc, le gouvernement américain est en train de se préparer pour avoir un standard post-quantique. En 2017, il y a eu un appel du NIST, l'Institut national de standardisation américain, pour trouver des standards post-quantiques, que ce soit en chiffrement et en signature. Et là, on en est à une période très intéressante,
parce que fin mars, donc à la fin du mois, on s'attend à avoir les premiers standards qui apparaissent. Donc, les premiers algorithmes qui seront choisis pour être standardisés par le NIST. Et on s'attend même à un nouveau round de standards en 2024. Quelque chose aussi d'intéressant, la Maison-Blanche, en 2022, a annoncé à toutes ces agences qu'elles devaient se préparer et identifier tous les endroits qui n'étaient pas résistants aux attaques quantiques. Donc, on voit que voilà, le gouvernement américain est en train de se préparer et je pense que c'est une bonne idée, en tout cas de commencer à identifier où on a des vulnérabilités face aux ordinateurs quantiques. Donc, voilà, ma conclusion est la suivante. L'industrie doit commencer à se préparer à l'informatique quantique et doit commencer à se préparer à migrer vers des algorithmes post-quantiques. Il ne faut pas faire ça du jour au lendemain. Typiquement, je pense que ça vaut la peine d'attendre, de voir quels sont les standards qui ont été designés par le NIST. Donc, attendez au moins un mois. Il n'est clairement pas nécessaire de paniquer. On a vu, on en est à l'ordre d'une centaine de qubits, peut-être dans un an et un millier de qubits. On n'est clairement pas à l'ordre du million de qubits. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Alexandre. C'était pas si... Non, j'ai pris une leçon. Le facteur racine carrée, je n'ai pas suivi. Je te demanderai un... Je n'ai pas tout compris, je t'avoue, hein. Très humblement. C'était un peu compliqué, mais c'était ouf. C'était ouf. Alors, du coup, j'en ai parlé avec Sylvain, il m'expliquait qu'il faut se protéger maintenant, en fait, parce que demain, si jamais, effectivement, il y a des ordinateurs quantiques qui sont capables de casser, enfin, ce qu'ils disaient, hein, pardon de vulgariser, c'est capable de casser même les sécurités qu'on a aujourd'hui. Donc, dans 20 ans, on pourra casser les trucs qu'on envoie aujourd'hui. Donc, c'est vraiment hyper important de se saisir de ce problème-là et d'avoir des fous comme Alexandre qui réfléchissent à ça. C'est une chance de l'avoir. Alors, je pense que tout le monde a envie de lui poser plein de questions. Malheureusement, il doit nous quitter. Donc, il ne sera pas avec nous au café. Mais restez là, vous n'en avez pas. On aura ses coordonnées et vous pourrez le spammer avec toutes vos questions. Voilà. Je vais accueillir Lénig Pedro, qui est directrice de la Trust Valley, qui va nous parler du programme de Tech for Trust et globalement de la Trust Valley. Et après, on passera aux startups. J'espère que tout le monde a préparé son pitch. Vous êtes chaud? Bon, Lénig, merci. Merci pour la présentation, Johan. Bonjour à tous. Au nom de la Trust Valley, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ici à Yverdon. Nous remercions, nous sommes vraiment très contents de pouvoir inaugurer cette salle donc, de Y Park, qui est un de nos partenaires principaux dans la Trust Valley, qui fait aussi partie des 6 hubs que nous avons. Je dois dire que toute l'équipe est ce matin impressionnée de voir la qualité du centre et puis ça donne vraiment chaud au cœur aussi de vous retrouver enfin sur site et de pouvoir échanger sur ce sujet qui nous tient à cœur. Juste quelques mots à propos de la Trust Valley et puis surtout du programme Tech for Trust. Donc, Trust Valley, nous avons été créés par les cantons de Vaud, qui est aussi le sponsor principal, l'investisseur principal dans ce programme d'accélération pour les startups. Et puis également le canton et République de Genève, mais aussi avec 6 académiques, et dont la HEI-GVD, avec laquelle on travaille, on est extrêmement proche, on travaille beaucoup avec Sylvain Pasini, on travaille beaucoup avec les différentes entités, les professeurs et autres. Et puis également des industriels donc, qui sont nos fondateurs et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir mis en place ce programme pour les startups. On a aussi la chance cette année d'avoir pu commencer à mettre en place un programme pour les PME où vous, start-upers, vous allez pouvoir participer. D'ailleurs, plusieurs sont déjà partenaires. Et puis, on a cette envie de pouvoir aider notre écosystème régional grâce à vos technologies, mais aussi grâce à des discussions, grâce à votre expérience en tant que personne et de pouvoir partager ça avec les PME et aussi les grandes sociétés de la région. Alors, à propos de ce programme d'accélération Tech for Trust, donc aujourd'hui, nous sommes donc ici au Roadshow à Yverdon. Nous avons déjà fait, on va dire, les 3/4 du parcours
parcours ensemble. Aujourd'hui, nous avons, d'ici à cette fin du mois, nous aurons 65 alumni, dont vous ferez partie aussi. Et puis, nous préparons déjà la saison prochaine. Prochainement, nous serons aussi notre prochain roadshow sera donc aux USA, donc avec Swissnex San Francisco et Swiss Global Enterprise. Nous préparons un programme juste impressionnant, puisque nous avons la chance d'avoir le numéro 1 de Logitech, le CEO de Logitech qui sera présent avec nous, et aussi le gagnant de Tech for Trust l'an passé, qui est Infer. Donc Jordan sera présent avec nous, puisqu'il navigue entre la Californie et la Suisse, et puis il va nous donner des nouvelles. Donc nous donner des nouvelles de ce qui se passe dans son entreprise, mais aussi de sa vision sur l'écosystème. Et puis, après cela, nous aurons la closing ceremony. Donc, nous sommes en train de voir pour éventuellement peut-être la faire à Fribourg, cette closing. Donc, je reviendrai vers vous. On a eu des discussions avec l'Advisory Board. Je vois Christophe Nicolas qui est avec nous ce matin, notamment qui est un membre de l'Advisory Board, donc de Kudelski. On est en discussion pour vous offrir encore un meilleur échange, qu'on puisse passer du temps ensemble pour vraiment vous amener une qualité et un contenu qui soit excellent. Donc, on revient vers vous très rapidement par rapport à ça. Et puis maintenant, nous allons passer au pitch des startups. Donc, j'appelle Johan à me rejoindre pour pouvoir commencer ces pitchs de startups. Encore merci à tous d'être là. Je me réjouis de pouvoir échanger avec vous tout à l'heure. Merci Lénig. Merci beaucoup. On va passer aux startups. Vous avez compris, hein, on se retrouve tous à San Francisco pour la prochaine étape du roadshow. C'est chouette. Merci Lénig. C'est une belle surprise. On va passer aux startups. Je vais appeler Paul-Olivier Dehaille, le fondateur et CEO de Estia, sur scène. Bonjour Paul-Olivier, bienvenue. Bonjour. Je sais que ta matinée a commencé de façon assez compliquée, donc on est super content de t'avoir avec nous ce matin. Je vais te laisser le micro pour répondre à la petite question qui est comment est-ce que Estia aide les entreprises à gérer leurs données sensibles et à respecter surtout les réglementations. Alors, vous avez 2 minutes. Merci pour la question. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ma journée a mal commencé. J'ai des lunettes sur la photo, j'en ai pas ici, donc je vous vois pas. Oui, donc Estia est une boîte qui cherche à construire des écosystèmes sûrs de données personnelles. Ça s'inscrit dans le cadre d'une mouvance, disons, vers un meilleur contrôle par les personnes de leurs données personnelles, mais aussi une meilleure valorisation de leurs données dans des buts sociétaux, par exemple des buts de recherche, des buts de compréhension du monde numérique. Le cadre légal autour de tout ça est en train de changer. En Europe, il y a des nouvelles réglementations sur ce qui s'appelle les European Data Spaces, qui vont exactement dans cette direction-là. Et puis après, il y a aussi beaucoup de nouvelles réglementations sur, par exemple, la lisibilité des décisions prises par des systèmes automatiques, donc du machine learning et des choses comme ça, pouvoir expliquer aux gens pourquoi une décision a été prise. Alors, Estia cherche à accélérer cette mouvance, cherche à aller dans cette direction-là. On a fait plusieurs choix techniques autour de nos solutions, donc par exemple décentraliser un maximum, essayer d'éviter une concentration de données, mais aussi on a une approche qui cherche à marier aussi, qui ne cherche pas à aller plus vite que la musique, qui cherche à accélérer peut-être la musique, mais pas à être trop devant. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est aussi de l'accompagnement. Donc on construit des outils qui nous permettent aussi d'accompagner des entreprises dans cette transformation et d'accompagner ces entreprises en groupe, donc pour pouvoir justement constituer ces écosystèmes. Donc, notre approche combine à la fois des workshops et du développement technique qui aident au fait de livrer ces workshops, mais aussi après au déploiement de nouveaux systèmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Paul-Olivier. Claude-Alain Roten, CEO de Orphalytics, nous rejoint sur scène. Claude-Alain, je vous invite à rester vers le petit sticker parce que sinon les internautes ne nous voient pas. C'est aussi un petit message aux prochains qui vont monter sur scène. Il y a un petit sparadrap sur scène.
Orphan Analytics, dites-nous plus à propos de votre société, de vos services, s'il vous plaît. Très bien, merci pour la question. Donc, Orphan Analytics a développé des outils de stylométrie sans concurrence pour les enquêtes criminelles. Disponibles aux enquêteurs, ces logiciels et serveurs permettent par intelligence artificielle de construire un scénario probable par comparaison de styles de texte criminels et de textes suspects. La stylométrie permet d'élucider un crime, un harcèlement en meute, voire une cyberattaque. Les outils de stylométrie permettent d'évaluer le nombre de rédacteurs, d'établir les liens avec d'autres crimes, voire d'identifier quel suspect écrit avec le style le plus proche de celui des documents criminels. Une collaboration avec l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne est en cours. Premier exemple, l'utilité de la stylométrie a été médiatisée en France dans le cadre de l'affaire Grégory. Orphan Analytics a livré l'année passée un rapport d'expertise établi par Machine Learning qui détermine le nombre d'auteurs de 24 lettres anonymes et révèle le suspect qui écrit avec un style similaire à celui de la lettre de revendication du meurtre, dont la transcription fait moins de 130 caractères. Deuxième exemple, l'analyse du corpus Quanon par Orphan Analytics a débuté pendant la dernière élection présidentielle américaine. Publiée avant les émeutes du Capitole, cette analyse a révélé 2 styles dans Quanon. Cette observation correspondant à 2 auteurs casse le mythe qu'un seul rédacteur a rédigé ces messages Quanon. Orphan Analytics a ensuite identifié 2 rédacteurs très probables de Quanon. Validés indépendamment par un autre groupe de statisticiens, ces résultats de stylométrie ont fait la une du New York Times fin février. Donc, si jamais j'ai l'article. Et un autre projet est en préparation afin de contrôler les abus possibles d'usage de crypto-monnaies qui servent à payer des rançons ou à contourner des sanctions économiques prononcées durant le conflit ukrainien. Ces exemples révèlent l'utilité des outils et des expertises d'Orphan Analytics. Nous nous tenons à disposition pour toute question concernant ces services et je remercie Tech for Trust de l'opportunité de pouvoir nous présenter. Merci Lénique. Merci beaucoup. Excellent, excellent. Johan, je te laisse annoncer le prochain. Oui, j'appelle Shail Kataria, qui est Business Development Manager chez Farmer Connect. Bonjour Shail. Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Même question, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de Farmer Connect et nous décrire vos services? Alors, il y a eu un petit croisement de fil. Je suis Darby Boden, je suis le chef des opérations de Farmer Connect. Shail allait me remplacer sur le programme États-Unis, mais on s'est arrangé à la fin. À la fin, sur Farmer Connect, je pourrais vous parler qu'on est basé sur la blockchain d'IBM. Je pourrais vous parler qu'on a un système compatible avec le RGDP sur les données des petits intervenants en premier kilomètre. Mais à la fin, ce qui importe, c'est qu'on ait accès sur le business de nos clients. Donc, chaque intervention à la fin est unique. Et on essaye de trouver quelque chose qui est vraiment stratégique et urgent chez nos clients pour faire une intervention qui va bouger l'aiguille sur leur KPI et pas nécessairement faire une application brute de notre technologie, mais plutôt trouver qu'est-ce qui est utile à chaque client. Farmer Connect à la fin est une boîte de traçabilité sur la blockchain des produits alimentaires. Mais comme je viens de décrire, on fait beaucoup d'activités sur la traçabilité des paiements qui vont vers les fermiers plutôt que l'alimentation qui vient vers les pays de destination. Et on fait beaucoup aussi sur l'idée de la fiabilité de la supply chain et sur la vérification de toutes les différentes étapes. On a 2 minutes, je crois que je les ai déjà utilisées. Qui est le prochain? Merci Shail. Merci. Non, c'est pas Shail, vous avez compris. Stjepan. Bonjour, merci. Bonjour Stjepan. Stjepan, vous êtes CEO fondateur de QR Crypto. C'est juste. On parlait tout à l'heure de post-quantique. Vous êtes également dans le post-quantique. On est dans le domaine. Je tiens à remercier mon confrère qui, je crois, a dû partir entre-temps pour la magnifique introduction du sujet. Ouais. On n'est juste pas du tout d'accord sur la conclusion parce que j'ai entendu « il n'y a pas le feu au lac », mais il y a le feu au lac, malheureusement, il y a même le feu à l'Europe. Et donc voilà, je vais tenter de répondre à votre question. Oui, quelles sont les applications et les secteurs que vous visez? Vous avez 2 minutes. Hein. Oui, sans problème. Merci beaucoup et je le remercie encore pour avoir gagné du temps pour moi. Nous avons ici une technologie, and I will switch to English because that's the language we usually use for these presentations, that applies to various verticals, including banking, mobility, cars, but not limited to, especially autonomous cars, because you would not want to have a car that is guided by 5G, but that 5G is not secure, as we have the one and only good practice for quantum safe 5G, already approved at the ITU-T level.
So you know the tower in Geneva that is about to be renovated or replaced. Yesterday I was with the chairman of SG17. We have this approved, is the one and only patent that enables quantum safe 5G worldwide. So already approved, don't have to wait for NIST. NIST will take still some time because just a few days ago, one of the finalists for signature has been demonstrated as insecure. And I have one question which I asked to NIST 2 years ago. They still did not answer about another of the finalists. So there is still work in progress on the NIST side. We have the solution right here, right now. It's based on symmetric cryptography, which is trusted, as was introduced by my colleague, but enhanced to withstand both classical and post-quantum attacks. And other verticals of interest are connected agriculture, as well as smart cities, as well as all the other aspects of the financial world besides the mobile payments, which is an immediate focus of our technology. And we can think notably of interbank payments. We also have been called by the Bank of Lithuania to develop some proposal for the POS system for the digital euro. And of course, we would be delighted to do the same for the digital franc. Thank you very much. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Dans un français parfait. Philippe Lebert. Philippe est-il avec nous? Philippe, bonjour, bienvenue. Merci, vous êtes CEO, fondateur de Stack Sciences. Bonjour Stack Philippe. Sciences. Quels sont vos concurrents et comment vous vous différenciez par rapport à eux? Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, on a pris le problème de la sécurité sous un angle nouveau. On considère que la sécurité, c'est un business. Et la question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour faire un business, notamment un business de managed services, managed security services. Parce que certes, dans le temps ancien, on prenait des outils, on les collait entre eux, et puis après, on s'occupait péniblement du reste, comment je gère des SLA, comment je fais de la facturation, comment je onboard mes clients. Et donc, en fait, avec le changement du cloud native, c'est-à-dire on passe tout dans le cloud, les outils de sécurité deviennent cloud. Vous avez vu hier l'annonce, avant-hier, l'annonce de Mandiant racheté par Google. Donc, les cloud providers deviennent des outils fournisseurs de cloud. Donc, nous, notre offre, en fait, c'est de dire, on va prendre le problème de A à Z, comme un ERP, comme SAP. Qu'est-ce que SAP ferait s'il devait construire une suite d'outils avec des modules pour que quelqu'un puisse construire un Managed Security Services? Et ça, c'est notre offre. Donc, on prend le problème depuis l'onboarding du client jusqu'à la facturation, gestion des SLA, tous les points, et avec au milieu tout le cœur de service delivery intégré qui permet de faire une orchestration de tous les outils qui sont fournis notamment par les cloud providers. Puisqu'aujourd'hui, c'est un des points notamment importants pour les fournisseurs de services de sécurité, c'est que dans le temps ancien, le fournisseur de services de sécurité portait le poids des licences, c'est-à-dire qu'il devait aller acheter des outils, se trimballer la liste des outils, les pricing différents, faire son pricing, calculer sa marge, puis quand il y a un client qui demande une ristourne, il revient vers les fournisseurs d'outils en disant « les gars, vous ne pourriez pas me faire une ristourne parce que là, avec ce gros client, ça ne joue pas ». En fait, on a changé ce modèle-là. On dit, on utilise les outils par défaut du cloud fournisseur, Cloud for Defender, GuardDuty, AWS, etc. Vous les nommez, il y en a plein. Et ça, ce sont des coûts qui sont portés par le client. Et donc, le MSS, on lui permet juste vraiment on tue en fait la composante CAPEX. On permet à quelqu'un qui veut monter un Managed Security Services de le créer dans l'instant, d'être opérationnel du moment qu'il a les conditions et d'intégrer l'ensemble de la chaîne de business. Donc, aujourd'hui, on pose un souci majeur à tous les outils de sécurité cloud native. C'est que comme nous, on a cette vision business, on apporte des choses qu'eux n'ont même pas pensé. Le fait de penser business aussi apporte une disruption majeure, c'est qu'on pense en termes d'accord de service, parce qu'un Managed Security Service Provider, il a un accord de service qu'il doit tenir, il doit maintenir des objectifs de conformité. Et donc ça, ce sont des choses qui sont intégrées dans notre outil, on a pensé notre outil avec ça. Et quand vous mettez ça en comparaison d'une solution, d'un outil de solution sécurité traditionnelle, eh ben, ça ne tient pas. Voilà, donc pour nous, ces outils-là ne sont pas vraiment des concurrents parce que notre cœur de métier de delivery, c'est de l'orchestration en fait. On orchestre différents outils de sécurité. Donc, ce sont plus des partenaires. Mais on le voit sur un certain nombre d'affaires sur lesquelles on pose un énorme problème à beaucoup de gens parce qu'on arrive avec une autre vision de la sécurité. Notre discours, ce n'est pas sécuriser mieux. On va voir des sociétés en leur disant, vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez faire de la croissance en vendant des services de sécurité. Et donc ça, c'est un discours qui percute l'écosystème. Voilà. 2 minutes, ça passe vite. Oui, merci beaucoup. Merci. Paul Wang, CEO fondateur de Zen Pulsar. Merci d'être là. Paul, pareil, même question. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients? Quelle innovation proposez-vous? Merci. Merci beaucoup. Petit sticker. Pardon. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames, messieurs. Alors, notamment, je suis aussi chargé de cours à la HIGVD en sécurité de l'information et sécurité de l'économie dans le CAS. Alors, avant de parler d'innovation, j'imagine que
tout le monde utilise les réseaux sociaux. Est-ce que vous croyez exactement à tout ce que vous lisez? J'imagine que la réponse, elle est non. Surtout aujourd'hui, on parle de digital trust, on parle de cybersécurité. Ça, c'est un problème. Donc, nous, au sein de ZenPulsar, nous offrons une plateforme informatique qui permet de distinguer le vrai du faux. À quoi est-ce que ça sert? Finalement, ça sert à prendre des décisions. Les clients prennent des décisions par rapport à ce qu'ils veulent investir dans des informations, que ce soit du stock, que ce soit de la crypto-monnaie. Parmi nos clients, et ça c'est un élément facteur d'innovant, c'est que nous analysons les réseaux sociaux avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux de neurones, avec du machine learning. Nous utilisons des techniques comme du GAN, donc les réseaux antagonistes génératifs, qui nous permettent d'attaquer, de faire de la compétition entre nos différents modèles. Ça, c'est un élément nouveau. Un deuxième facteur d'innovation, c'est que nous nous adressons aussi au marché financier. Les marchés financiers, le secteur financier est devenu très, très gourmand en analyse de données, des données alternatives, donc à savoir des données qui ne sont pas sur les réseaux de finance, comme Bloomberg, etc. Ils analysent exactement les sentiments des gens, ce que les gens publient, ce que les gens émettent comme avis. Mais forcément, il y a des fraudes, il y a de la malversation, on est tous impactés et notre économie aujourd'hui, elle est excessivement impactée. Donc, au sein de notre plateforme informatique, nous offrons également du temps réel. Ça, c'est un élément avantageux et un élément innovant. Parce que naviguer dans les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui, ça prend du temps, ça consomme énormément d'énergie et les gens qui doivent décider pour investir n'ont pas le temps de le faire. Et dernier élément qui est très important, c'est que nous avons participé à certaines compétitions et un des derniers éléments, le Crypto Market Integrity Coalition qui s'est créé récemment aux États-Unis où il y a Circle, il y a Coinbase, il y a Bitfinex, il y en a d'autres, on va y participer. Pourquoi? Parce que eux, ils s'adressent à l'intégrité du marché financier. Nous, c'est exactement ce qu'on va faire. Et l'élément nouveau qu'on ajoute par rapport à la CMIC, c'est l'élément d'analyse de sentiments et des comportements des gens. Donc, essayez notre plateforme, vous allez l'aimer, vous allez l'adopter, comme ce que nos premiers utilisateurs ont fait, qui sont devenus certains nos investisseurs. Merci beaucoup. Paul. Merci beaucoup. Et je vous laisse imaginer ce que la désinformation peut faire dans un métaverse. Je laisse réfléchir, c'est incroyable. Alex Mouradian, bonjour, bienvenue. Fondateur de Condensation DB, qui est un projet incroyable. Merci de nous présenter comment vous comptez justement développer Condensation DB et ce que vous faites aussi accessoirement. Voilà. Merci. Merci pour la question. Alors, très rapidement, un petit récap sur ce qu'est condensation data system. Alors, il y a différents types de data systems. Il y a ceux classiques qu'on utilise maintenant, les data systems centralisés, où les gens se connectent au travers d'un cloud ou d'un serveur centralisé, on y fait confiance. Il y a eu des innovations où on a des innovations blockchain, par exemple, on parle de décentralisation, on fait confiance à différents nœuds, et puis chaque groupe fait confiance à différents nœuds. Et nous, on va plus loin, en fait, on permet de faire une totale distribution où chaque device peut se connecter avec les autres devices sans aucun intermédiaire. Donc ça, c'est vraiment l'innovation qu'on apporte, mais aujourd'hui, elle est dans nos mains. En fait, elle est que dans nos mains. On est au début du projet, on a une technologie qui est mature, mais on n'est pas développé sur le marché. Et puis justement, on veut ouvrir cette technologie. Et pour ça, on adopte une stratégie open source. Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie open source? Du coup, pour répondre à la question de comment est-ce qu'on veut scaler. Elle se fait en 3 phases, et il y a 3 financements qui vont avec cette phase. La première phase, c'est de développer une première communauté. Donc, un cœur de communauté, c'est le Community Fit. Ici, ce qu'on veut, alors maintenant, on a une technologie qui est mature, mais on veut développer tout ce qu'il y a autour. Donc, les tools de développement pour faciliter l'utilisation, d'autres librairies pour la combiner sur d'autres types de devices. Et puis voilà, tout ce qui est un peu le socle technique pour le projet. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, une fois qu'on a le socle technique, c'est d'aller vers les développeurs et de leur proposer de développer des solutions avec. Donc là, c'est vraiment, il y a une partie de promotion et il y a une partie d'éducation. Et puis à la fin de cette phase, on rentre dans la troisième phase qui est la phase de commercialisation, de market fit. Et puis là, vraiment, l'idée, c'est de définir les verticales et de développer le marché dans les domaines où il y a le plus de traction, de valeur à ajouter. Voilà. Merci Alex. Merci beaucoup. Raphaël Hunziker. Raphaël, c'est à vous. Bienvenue. Vous êtes COO de Chaos ID. Non. Non.
Moi, c'est Johan aussi. Et questions, quelles sont? Ah, c'est Johan aussi? C'est Johan et je suis le CEO de Chaos ID. Ok. Et ben, voilà, parfait. Qui mieux pour répondre à la question? Quels sont vos avantages et vos plus-values? Merci, Johan. Donc déjà, chez Chaos ID, nous, ce qu'on fournit, ce sont des solutions d'identification de produits physiques pour lutter contre la contrefaçon et le marché gris. Aujourd'hui, je vais focaliser un petit peu sur le marché gris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un produit, le marché gris ou la diversion de produits, c'est quand un produit est authentique, mais se retrouve sur des canaux de distribution non autorisés ou sur des marchés auxquels il n'était pas destiné à la base. Donc, ça veut dire on vend un produit à un distributeur X qui a un marché, par exemple, sur le territoire français, et puis lui, il va revendre les produits sur un autre territoire avec un prix cassé. Pour détecter et lutter contre ces phénomènes, la solution, c'est d'identifier chaque unité de produit de manière unique, donc en mettant la plupart du temps un code dessus. Donc aujourd'hui, les solutions qui sont utilisées sont des codes à barres sérialisés, donc ça veut dire un code à barre unique sur chaque emballage, des data matrix, des QR codes, numéros de série, ce type de techno. Donc ça marche bien pour le poulet de la Migros, pour de l'huile moteur. Maintenant, quand on sait les investissements qui sont faits en termes de packaging chez les marques premium, qui voudrait un QR code sur un Chanel numéro 5? J'imagine peu de monde. En plus, ces solutions à code, vu qu'elles sont disgracieuses, souvent elles sont imprimées sur le dessous du packaging, elles sont cachées en tout petit, ce qui les rend extrêmement faciles à neutraliser. Les distributeurs qui font de la diversion, la première chose qu'ils vont faire, c'est aller gratter, arracher ou découper le code qui permet d'identifier le produit. Donc, ça veut dire qu'on a investi pour traquer un produit, mais tout l'investissement est réduit à néant en un coup de stylo. Et finalement, c'est très lourd à implémenter dans les processus d'industrialisation parce qu'il faut des équipements spéciaux et imprimer ces codes uniques sur chaque produit. Donc nous, on vient avec une solution qui est invisible, qui couvre tout l'emballage, donc impossible à neutraliser, et finalement qui est ultra simple à implémenter sur les lignes et dans les processus industriels. Je crois que j'ai fini mes 2 minutes. Merci beaucoup, Johan. Merci infiniment. J'adore, tout le monde me dit que je pose des bonnes questions. Je suis en forme ce matin. Suivant, c'est Sylvain Félix, CEO de Smart Cockpit. Je vous laisse le micro. Merci, Johan. Et la petite question, comment gérez-vous la sécurité des données de vos clients? Tu dis que c'est une bonne question, mais du coup, je suis un petit peu emprunté parce que ce qu'on a appris ce matin, nous utilisons un peu de cryptographie. Je suis un peu en crainte, peut-être. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner, hein, donc, je ne te remercie pas pour ta question. Faites de l'AES. Donc, ceci dit, Smart Cockpit, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de gouvernance digitale. Donc, l'idée, c'est de rendre la confiance au niveau du board, au niveau de la direction, de s'assurer que les mesures prises pour gérer la cybersécurité fonctionnent comme prévu. Donc, en fait, on va permettre de montrer est-ce qu'on est mature au niveau sécurité? Est-ce que la performance du système, elle est bien celle qu'on attend? Est-ce qu'on est résilient? Parce que ça, c'est peut-être le plus important. Et puis, bien sûr, d'arriver à traduire ce jargon technologique en un message compréhensible par des business owners. Donc, par rapport à la sécurité des données de nos clients, donc nous, on a 2 types de données clients, hein, je pense un peu comme tout le monde, tout ce qui concerne la facturation, l'administration, la licence, etc. Et les données de nos clients qui sont hébergées sur nos systèmes. Donc, dans ces 2 cas, on a 2 technologies, enfin 2 approches, donc bien entendu, la cryptographie, même si peut-être demain, ça sera plus suffisant. On en apprend tous les jours. Et puis, on a toute la partie, donc pour nos systèmes clients, on a de la double facteur, mais on a aussi des limitations au niveau des IP. Donc, on ne peut pas se connecter sur nos serveurs si on n'est pas sur une IP particulière. Et en plus, on a le double facteur. Donc, on essaye de cumuler un certain nombre de choses pour garantir la confidentialité des systèmes pour nos clients. Et puis, pour nous-mêmes, pour le suivi de cette sécurité-là, on utilise notre propre cockpit qui permet d'avoir une traçabilité, une conformité, que ce soit ILPD, RGPD, et puis au niveau de la qualité du système d'information. Et puis, pour ce qui est des données factures et clients, là, on a de l'encryption principalement qui nous permet de nous assurer que nos informations restent sécurisées. On l'espère. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Sylvain. Et on termine cette première session avec Margot Stewart, qui est cofondatrice de All Origin. All Origin. Question, comment votre produit se démarque-t-il de ses concurrents?
Merci beaucoup et merci pour l'opportunité d'être ici. Donc, on est également, Original est aussi actif dans la lutte contre la contrefaçon et le trafic illicite, mais peut-être quelque chose qui nous différencie, c'est qu'on n'est pas une solution ou un fabricant de solutions de sécurité. On n'est pas là pour vendre une solution de sécurité. On a développé une plateforme d'agrégation qui permet d'interpréter toutes ces différentes solutions que les marques ont déployées sur leurs produits, ce qui permet à l'utilisateur final, qu'il soit des forces de l'ordre ou un consommateur, de pouvoir identifier et différencier un produit légitime d'une contrefaçon à travers une seule application. Ce qui nous différencie aujourd'hui, je pense, c'est principalement qu'on a un contrat avec la ZLECAf, la zone de libre-échange du continent africain, qui nous a mandaté de déployer nos plateformes dans 54 pays. Et on a également un contrat avec 2 entités privées du Nigeria qui nous mandatent de déployer notre plateforme pour une communauté de 30 millions de personnes. Aujourd'hui, ce qui est vraiment important et ce qui nous tient à cœur, c'est de... Oui, je peux pas plus. C'est de rejoindre nos efforts collectifs. On n'est ni là pour perturber ce qui existe déjà, ni d'être concurrent des solutions ou des initiatives qui sont couramment déployées. On crée leur interopérabilité pour pouvoir avoir un impact le plus fort possible dans la lutte contre la contrefaçon et sauver des vies. Merci Margot. Merci beaucoup. Et ben, on a fini avec cette première session de start-up. Alors, vous l'avez compris, puisque c'est un événement hybride, du coup, on a des petits problèmes de captation de son. Donc, petit message à l'attention des prochains intervenants qui viendront sur scène. Merci de tenir le micro bien sous le menton, parce que sinon, les internautes ont un peu de mal à vous entendre. Voilà. On me dit en régie qu'on est à 26 000 connectés. Non, 26, pardon. 26. Mais c'est vachement bien. Non, c'est top. Laurent Balmelli est le prochain speaker. On a vraiment beaucoup de chance parce que nos 3 keynote speakers sont 3 docteurs de l'EPFL. C'est vous dire le niveau. Trouvez l'intrus. Indice, il a une cravate. Laurent Balmelli est ancien fondateur de Strong Code, qui a été racheté par Snapchat, comme nous le précisait tout à l'heure Sylvain en introduction. Depuis, il a fondé Strong Network, qui est actif dans le domaine de Zero Trust, qui est une notion personnellement que je ne connaissais pas avant de parler avec Laurent. Et mais il est aussi fou qu'Alexandre tout à l'heure. D'ailleurs, il y a son titre sur un truc. Je ne fais pas de cryptographie post-quantique. Ce n'est pas le bon titre. Vous avez versé des titres. Non, tu vas nous parler de Zero Trust Architecture. Voilà. J'espère que c'est des bons charts aussi, parce que sinon... J'espère. On va voir le prochain. Vas-y, le prochain chart, alors. Attends, le clic. Hop. Non. Voilà, non. Ah non. On a un petit problème en régie. Parce que sans les charts, ça va être difficile d'expliquer. Mais... Enfin, je peux, mais ça va être moins intéressant sûrement. Voilà. Voilà. Mettre en un écran. Tu peux aller au chart numéro 2 directement. Voilà. Tu veux essayer de mettre full screen? Mode page peut-être. Voilà. Regarde voir mode page. Non, non, c'est pas ça. Ouais, je pense qu'il te manque une barre du haut là. On va faire confirmer là, confirmer en haut à mon avis. Parce que tu n'as pas la barre du haut là. Mais appuie sur le X là-haut. Sur ta droite, voilà. Non. Le confirmer sûrement, le confirmer. Ouais. Voilà. Je t'avais dit qu'il fallait nous envoyer du PowerPoint. Je te l'avais dit. Moi, j'ai pas Microsoft, hein, c'est ça le problème. J'ai Google Sheet. Voilà. OK.
Voilà, donc je vais vous expliquer ce que c'est Zero Trust, parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé maintenant, puis c'est quelque chose qu'il faut un peu démystifier. J'ai trouvé la façon la plus simple de l'expliquer, que ça vous pouvez expliquer Zero Trust après, qu'est-ce que c'est. C'est un terme qui est beaucoup utilisé, mais ce qui est Zero Trust, c'est pas qu'on ne truste pas l'utilisateur, c'est qu'on ne truste pas l'environnement où on est. Donc c'est pour ça que j'ai mis un background qui était un peu scary avec des petits fantômes comme ça. Et puis ça, c'est votre entreprise aujourd'hui. Vous avez beaucoup de choses qui sont en interne, mais aussi sur le cloud. Il y a beaucoup maintenant des services d'entreprise qui sont directement sur le cloud. Vous avez sûrement une infrastructure sur la AWS. Ça peut être vos pipelines pour le DevOps. Vous avez aussi peut-être un GitLab qui est aussi une version qui est hosted par GitLab et que vous accédez ici par votre entreprise. Donc, ça dépend de la taille d'entreprise, mais maintenant, les ressources sont complètement distribuées. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a passé le point où on veut essayer de protéger le périmètre IT de l'entreprise, mais on a plutôt protégé le processus. Parce que le processus, il passe justement par l'utilisation de tous ces tools ici. Donc, il faut avoir une vue de protection au niveau du processus et pas de l'IT. Je trouve que c'est très intéressant, c'est très important de réaliser ça. J'avais beaucoup de gens maintenant qui sont conscients de ça. Donc, ça a donné naissance à beaucoup d'outils pour pouvoir en fait mettre ça dans le contexte. Donc, moi, je vais expliquer qu'est-ce que c'est Zero Trust très rapidement. Donc, tu veux la prochaine? Voilà. Donc, peut-être la meilleure façon de savoir ce que c'est, j'essaie de faire une chose avec le who, what and where. Donc, en fait, c'est avoir de l'identité forte. D'abord, on doit savoir qui se connecte sur votre plateforme et qui va accéder à vos ressources de données. D'accord? C'est la première chose. Ensuite, la chose qui est beaucoup plus difficile à avoir, c'est le where. C'est où, dans quel contexte la personne va accéder à vos données. Par exemple, vous voulez assurer que cette personne accède à vos données depuis l'environnement de travail que vous voulez donner, mais pas depuis son laptop personnel ou pas depuis son smartphone. Vous devez pouvoir contrôler exactement où la personne accède. Ensuite, le what, qu'est-ce qu'elle accède? Ça devient un peu plus compliqué. Vous aurez peut-être entendu le terme de la microsegmentation, mais ça veut dire qu'on essaie de donner des droits d'accès qui sont vraiment au pain fin. On veut savoir que cette personne seulement accède ça, c'est ça, accède ça. Donc, si on arrive maintenant, si vous voulez faire du Zero Trust, vous devez pouvoir répondre à toutes ces questions en même temps. Qui accède, quoi et où? D'accord, c'est vraiment la fondation de ça. Après, si vous lisez la spécification du NIST, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a des polices de sécurité dynamiques et ces choses-là. Mais si vous arrivez à répondre à cette question dans votre entreprise, ben vous avez du Zero Trust. D'accord, en tout cas, la fondation ici. Donc, ça, c'est vraiment… Et donc, c'est très compliqué en fait, je vais expliquer, c'est très compliqué à avoir. Okay. Parce que en fait, il faut toutes les clés cryptographiques qu'il faut pour avoir accès, donc tous les identificateurs pour pouvoir accéder à votre chose ici doivent être gérés par vous. Pourquoi? Parce que si vous ne les gérez pas vous-même, ben, la personne peut en fait accéder depuis une autre machine ou un autre environnement vos données sans que vous puissiez garantir qu'elles sont protégées. D'accord? Même ici, les applications web aussi, vous devez pouvoir contrôler qu'elles sont accédées seulement dans le cadre du travail et pas dans un cadre Et pourquoi vous voulez vous assurer de ça? C'est parce qu'à la fin, on veut éviter l'exfiltration des données. C'est ce qu'on en cherche, c'est quand les gens ne volent pas vos données. Et ces données, ça peut être vos données clients, mais ça peut être votre code source. Vous voyez, le code source devient très intéressant maintenant. Vous avez vu Nvidia sont fait hacker le code source il y a quelques jours. C'est une catastrophe pour eux, d'accord, parce qu'il y a beaucoup de propriétés intellectuelles dedans. Donc, en fait, voilà. Prochain chart. Voilà. Donc maintenant, je vous explique aussi maintenant dans le cadre de notre solution, comme nous on résout le problème de Zero Trust. Et la chose la plus difficile à résoudre, c'est le where, d'où les gens accèdent. Donc nous, ce qu'on a pensé pour résoudre ce problème-là, c'est de dématérialiser l'environnement de développement, de dire que l'environnement de développement n'est plus attaché à une machine, mais c'est un environnement qui est virtuel. Ça veut dire qu'en fait, cet environnement où les gens vont développer votre code, donc on fait une solution pour développer du code source. Les gens où ils vont développer du code source, ils n'ont plus besoin d'une machine attitrée. Ils peuvent travailler sur n'importe quelle machine, ils peuvent travailler sur leur laptop, leur iPad Pro, tout ce qu'ils ont besoin, c'est un navigateur. C'est-à-dire soit Chrome ou ça c'est Edge, je crois, et puis Safari. Et donc, en dématérialisation, excusez-moi, j'ai un problème avec ça. En dématérialisant
ces choses-là, en fait, ça permet que vous pouvez maintenant vous assurer, vous avez le contrôle complet sur le where. Vous savez c'est où cette personne va accéder à vos données parce qu'en fait, c'est un environnement qui flotte, c'est un environnement virtuel qui peut s'exécuter n'importe où. D'accord? Et l'avantage de ça aussi, c'est que maintenant, si vous voulez, pour votre développement de code, engager une personne qui est en Ukraine, en Pologne, enfin, peut-être pas en Ukraine, excusez-moi, mais peut-être en Pologne ou au Portugal ou comme ça, donc, vous pouvez lui donner accès à un de ces environnements-là et vous aurez garantie de la protection. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Et une chose aussi, c'est qu'il n'y a aucun besoin d'installer donc cet environnement localement. Il est juste accessible à partir d'un navigateur. Vous n'avez besoin d'aucune installation. Donc, en fait, c'est le bénéfice de Virtual Workspace, c'est qu'il n'y a pas d'installation. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. Tu veux. Maintenant, pour juste démystifier aussi ça, donc l'environnement que les gens peuvent accéder et qui sera complètement Zero Trust, c'est un environnement de développement qui est basé sur des outils qui sont communs, hein, donc VS Code, JetBrains ou ces terminaux-là. Et c'est une machine qui est une machine Ubuntu où les développeurs ont tous les privilèges, full admin privileges sur la machine. Voilà. Donc, c'est juste pour une parenthèse, finir. Voilà. Donc maintenant, comment ça s'intègre avec votre DevOps, le processus DevOps? C'est simplement ici. Au lieu d'avoir des laptops ici qui sont des choses bien physiques et choses comme ça, vous avez des laptops qui deviennent virtuels, qui sont 100% équivalents aux laptops que les gens avaient avant, enfin l'environnement avant pour développer. Simplement, c'est un environnement qui devient utilisable n'importe où. Et c'est vraiment la manière la plus efficace de délivrer un réseau Zero Trust parce que vous avez dématérialisé l'environnement de la machine. Ça vous permet en fait d'avoir vraiment une protection au niveau du processus complet et plus au niveau de l'infrastructure. Voilà. Donc, voilà. Merci Laurent. Merci beaucoup. On va attaquer la deuxième session de pitch des startups. Alors cette fois-ci, elle va être en format hybride, puisqu'on a quelques entrepreneurs qui sont ici présents physiquement, et puis on a une grande partie qui est online. Donc on va tenter la connexion en live. Et Bruno, tout repose sur tes épaules, no pressure. Mais on va commencer d'abord avec Frank Harenberg, qui est VP produit chez Realtime. Bonjour. Bonjour Franck. La petite question, comment est-ce que vous différenciez de vos concurrents? Merci. Je vais essayer de répondre avec Tartuffe. En fait, Tartuffe, l'histoire, c'est il a reçu une claque, il a fait le tour du monde et à la fin, il a dit il faut bien soigner son jardin. Alors, notre jardin à nous, c'est la communication privée, c'est la communication sécurisée et notamment donc dans la privacy, c'est là-dedans que nous, on fait la grande différenciation avec nos collègues qui ont d'autres solutions, qui sont peut-être un peu moins focusés sur la privacy, un peu moins focusés sur la communication entièrement contrôlée. Donc, avec notre solution que vous pouvez avoir d'une manière bien sécurisée, soit dans le cloud, soit dans un système que vous avez chez vous, si vous êtes dans une industrie qui doit garder ces données dans un pays bien précis, avec notre solution, on va vous donner la garantie que vous n'allez pas recevoir ce genre de claque parce que vous avez toujours la possibilité de pouvoir communiquer d'une manière bien sécurisée et bien privée. Donc, pas de claque, pas de tour de monde, et ça vous donne le temps de directement pouvoir soigner votre jardin qui est bien le vôtre. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai le privilège de vous présenter Jitsun, donc Simon de Jitsun, qui est venu de façon imprévue. Donc, nous sommes vraiment ravis de pouvoir bénéficier de son pitch ce matin. Donc, Simon, c'est à toi. Okay, merci. Bonjour à tous, toutes. Je le ferai en anglais parce que ça serait plus vite pour moi. Alors, I'm from Jitsun. Voilà, c'est bon. Salut tout le monde. I'm from Jitsun. So Jitsun was a California startup, and we focus on
shared data and assets for enterprises and developers. We use blockchain as an underlying technology, and we record where data comes from, who changes it, when it was changed, and we allow you to share that information between many different companies and have an immutable, permanent record of who has touched what and when and how. And this is a technology that's already been applied in the market. It's very good when you're sharing data between different companies. It's very good when assets are passing between different companies. So as an example today, it's being used for software bill of materials to record what happens to versions of software. And at the same time, it's being used to track assets. So nuclear waste in the UK, as nuclear waste leaves the power plant, is transferred across to various treatment locations and then eventually secured. All of this is being tracked using the Jitsuin Archivist solution. So this is a pure software solution available for enterprises and developers. So thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. It was unexpected, but thank you for coming and joining. Thank you very much. I'll keep in English because our next speaker is online. I hope the connection works. Thomas Roos is CEO of Genlook. Thomas, you here? Hello, Can you hear everyone. us? Yes, I'm here online. Thomas, And there's the there video. you are. Hi, Thomas. Yeah, Hello. but we can't hear you. Wait a second. Yeah. I'm unmuted, so maybe the sound will come through soon. That's fine. We can hear you now. Cool. So, I was saying you're CEO of Genlook. So how do you think you can help build confidence in the health sector? That is your question. Thank you. Well, that's the question that a lot of scientists and academics and people that work in healthcare are tackling right now. We have the capability now to generate gigabytes and petabytes worth of personal health data, whether that comes from genomics, what we specialize in, to electronic health records, to other metadata. And the trick that Genlook is trying to solve is how we can combine this data to bring value to the academic world for research studies, as well as the pharmaceutical industry for the development of new genetics-based medicines. And so Genlook is building the future of this precision and personalized healthcare system by facilitating this secure and trustworthy data management by hospitals and by individual patients themselves. For example, we're working with groups of rare disease patients whose genomic and health data is very private and sensitive, and also worth lots of money and to create value for the pharmaceutical industry. And so we're implementing algorithmic solutions, security by design solutions, and novel hardware-based database solutions where we can store data on site with the data owners themselves, but be able to query and analyze these large amounts of data in near real time to come to conclusions about the genetic makeup of some of these rare diseases. And then in turn, be able to share that with academic partners and pharmaceutical partners to take the next step in the drug discovery and drug development process. And this is really only enabled by the security solutions and technologies such as blockchain, new cryptographic solutions, and privacy by design solutions so that we can really unlock the value of this data. Thank you, Thomas. Thank you very much. Prochain intervenant, j'ai beaucoup de plaisir d'accueillir Walid. Walid El Abed, qui est CEO de Global Data Excellence. Walid? Oui, bonjour. Bonjour. On ne vous voit pas encore, ça ne saurait tarder. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, on ne vous a pas à l'image en revanche. Ah, voilà. Bonjour Walid. Pour une entreprise, quel est l'avantage de passer par vos services? Oui, voilà. Bonjour à tout le monde. Je suis Dr Walid El Abed, le CEO de Global Data Excellence.
En fait, tout le monde cherche à tout sécuriser, les data, les processus, les systèmes, etc. Nous, on s'est focalisé à sécuriser votre argent, en fait, l'argent de l'entreprise. Donc, l'entreprise fait des transactions. Les transactions sont dans l'ère digitale, digitale. Donc, des data, des lois et des systèmes. Donc, nous, on a inventé l'intelligence artificielle DEMS Nexus pour permettre, en fait, de se connecter aux bases de données. Vous lui parlez en langue naturelle, donc vous mettez vos politiques, vos objectifs et il est capable, en fait, de générer les roadmaps, la feuille de route pour vous permettre, en fait, de dormir tranquille et que, en fait, votre argent, voilà, il va vous dire quelle est la part d'argent qui est conforme à vos règles et qui est la part qui n'est pas conforme, et il va organiser le travail pour que vous puissiez en fait vous conformer à tout ce qu'il faut. Donc en fait, du coup, c'est sur une technologie sémantique qui est multilingue et qui parle toutes les langues de tous les systèmes du monde et de toutes les bases de données du monde, et qui parle la langue de tous les gens aussi également. Donc, du coup, voilà, la plateforme permet de gouverner, parce que la gouvernance aujourd'hui, c'est le problème des petites, moyennes entreprises et de toutes les entreprises. Voilà, en fait, en quelques mots, le système. Tout est automatisé et le système est capable, donc DEMS est capable de mettre sous gouvernance n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, en 10 minutes. Vous connectez et vous commencez à gouverner. Merci beaucoup. Walid. Merci beaucoup. Our next speaker is David Geiser, is CEO of Collect ID. David, can you hear us? Hi, I'm here. I'm not David. David, unfortunately, is not able to make it today, but I'm happy to represent him. Hi, nice to meet you. Hi, thanks for joining us. So, what is the most popular sector for your product and why? All right, so thanks for having us. It's a pleasure to be here. To quickly give you an introduction what we do. So we implemented dynamically encrypted smartphone-ready NFC tags into physical products to connect them with the digital world and ultimately with the metaverse by creating a digital twin in form of an NFT on the blockchain. So when we implement these NFC tags into products, we create a digital twin in form of an NFT. And to come to your question, what's our most popular sector and why? We can clearly see that we have the most traction in the sports merchandise sector. And why is that? Is because we can do storytelling here and we can share emotional content. So what's in for the brand side, for example, we have first-party data, so we can tell the club who owns what product. We create a new communication and sales channel for the club so that the clubs can reach out directly to the fans, and they own this channel. So it's not that they are dependent on social media or whatever and need to pay to reach their audience. We can have sponsoring activation, meaning that for the first time the sponsor can be visible not only on the jerseys but also on the digital side, and we make the products ready for the metaverse, so meaning that fans can use or wear their jerseys maybe in 1 or 2 years in the metaverse, in a video game, or for example at a virtual conference like this. Last but not least, we also save the authenticity, so we can provide that the product is original and is not a counterfeited product. On the fan side, this has benefits in the form of exclusive content from the favorite clubs. We can have emotional storytelling and additional information, and we can, for example, give free access to content or save our products in a digital collection. Thank you so much. Thank you very much, Lucas. Jean-Michel Brossard est notre prochain intervenant. Jean-Michel est CEO de Moabi. Bonjour à tous. Jean-Michel, est-ce que vous pouvez nous entendre? Est-ce qu'on vous entend? Vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Très bien. Bonjour à tous. Merci Jean-Michel. Quels sont les moyens que vous avez trouvés pour augmenter la visibilité de votre entreprise auprès de vos clients et vos partenaires? Alors, Moabi offre une solution d'audit automatisé de software sans détenir les codes sources. Comment augmenter notre visibilité? En fait, la base de notre participation pour augmenter notre visibilité est en fait de participer à l'écosystème de la cybersécurité. Alors, sous différents aspects. Premièrement, dans le pôle académique, et nous avons des relations avec
plusieurs universités et plusieurs écoles. Et notre CTO est lui-même professeur d'université à la chaire de cybersécurité du CNAM à Paris. Deuxième pôle, le pôle industriel. Là, on participe à des programmes d'appel à innovation de plusieurs grands industriels, qu'ils soient au niveau européen. Nous sommes présents sur plusieurs marketplaces. Nous sommes présents sur la marketplace de Microsoft, d'AWS, de Thales en France et du J4, qui est un groupement de l'armée de terre. Et puis, dans le pôle industriel, nos clients sont aussi de bons ambassadeurs vis-à-vis de la confiance que l'on peut délivrer et de la qualité des outils. Les incubateurs font aussi partie de l'écosystème et nous vous remercions de pouvoir participer à l'incubateur de Tech4Trust. Les événements, en particulier des événements du type le Forum international de la cybersécurité qui a lieu à Lille ou d'autres événements dans d'autres pays. Et puis, on a peut-être une approche un peu innovante là aussi, c'est en fait développer la communauté dans le sens où on recherche aussi d'autres startups avec qui on peut travailler pour avoir une offre augmentée et ne pas y aller en ordre dispersé vis-à-vis de grands acteurs. Donc, c'est une approche un peu nouvelle qui est en fait de développer un écosystème avec d'autres participants, d'autres acteurs start-upers vis-à-vis des grands groupes industriels européens. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Prochaine intervenante, j'ai le plaisir d'accueillir Ume Yavas. I'm going to switch to English. Ume, you're the head of business development at ProDaft. Can you hear us and can we hear you? I can hear you. Perfect. Welcome. Hi, Ume. How do you manage the security of your customers' data? First of all, thank you for your question. I'm Umay from ProDaft, and thanks to everyone for joining today. As we are working with critical sectors, we have to maintain top security at all times. And security is not only protecting your networks from potential cyber attacks. First, we need to define our position to answer your question better. We monitor cyber criminals and inform our customers about certain data leaks and potential major threats. Our strength and added value are to provide accurate and also timely intelligence. However, we do not integrate with our customer systems, which means that we only process what is already stolen from them by criminal groups. And the data is sometimes even in a publicly accessible place. You can think of our system as a one-way communication channel, and we have to ensure top-level security and also confidentiality for our clients. First and foremost, all customers can log into our platform from their whitelisted network ranges, and our platform is close to the public internet. Our infrastructure is hosted in Switzerland and enabled in Exascale, and all data is processed on the same private servers. We never use any third-party software in our services unless it's open source and developed internally with no external internet access. Maintaining trusted employees is also another important task for us. We always hire and train people. It's one of the core values in our company from day one, actually. We do not hire people just because they are experienced in their area. Instead, we try to find great minds and train them through their careers internally. We investigate most cybercrime groups and write detailed reports about the operation. And these reports generally have a significant impact on them. And our company name always appears in the discussion groups of cyber criminals. And we make them scared, but it also makes us a trophy target for some cyber criminals. That is why actually we apply the best practices so strict than any other private company. Merci. Thank you very much, Ume. Thanks for joining us today. Notre prochain intervenant n'est non pas Axel, mais Thomas Deneux, qui est le CEO et fondateur de Learning Robots. Bonjour Thomas, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour. Parfait, on vous entend, on vous voit, nickel. Qu'est-ce que fait Learning Robots? En quoi consiste votre solution? Eh bien, donc Learning Robots, c'est une solution pour l'éducation à l'intelligence artificielle. Alors, bien entendu, cela peut paraître original dans un forum sur la cybersécurité, mais nous avons été sélectionnés par le programme Tech4Trust dans un esprit plus général de Digital Trust, avec l'idée qu'il faut bâtir un monde de demain où tout le monde se sente en confiance par rapport à la technologie. Or, un risque des technologies et peut-être de l'intelligence artificielle
en particulier parce qu'elle permet une accélération massive et une disruption massive du marché de l'emploi. Donc, un danger est de créer une société à deux vitesses, où il y a ceux qui profitent de cette technologie et ceux qui sont laissés pour compte. Et donc, nous avons identifié qu'une priorité de ce point de vue-là est l'éducation à la technologie. Alors, aujourd'hui, on se focalise en particulier sur le machine learning, la capacité à entraîner des systèmes apprenants et non plus à utiliser juste de la programmation pour automatiser des systèmes, mais vraiment l'apprentissage. Et nous avons conçu une solution basée sur un petit robot apprenant, le robot AlphaI, donc, qui rend très concret la notion d'apprentissage et qui va pouvoir être utilisé dans les écoles vraiment à tous les niveaux. Donc, on l'utilise dès l'élémentaire à 10 ans et jusque dans le supérieur, dans les écoles d'ingénieurs. Son principe est d'entraîner le petit robot pour, par exemple, des courses de robots, des matchs de football, etc. Et au moyen d'un logiciel avec une interface graphique qui rend tous ces entraînements particulièrement faciles. Et également, notre ambition, ce n'est pas simplement de manipuler de l'IA, mais c'est bien de comprendre comment ça marche, pour que tout le monde se sente en confiance, que ce sont des concepts qui sont accessibles à tous. Et pour cela, notre logiciel fait voir le contenu des algorithmes, l'activité des réseaux de neurones apprenants, avec des activités de différents niveaux pour rentrer dans la compréhension de ces algorithmes. Donc aujourd'hui, nous avons vendu 350 robots à 120 établissements scolaires, principalement des lycées en France. Et donc, notre ambition, bien sûr, c'est d'avoir une expansion commerciale qui va aller de pair avec des améliorations permanentes de notre produit. Nous visons, bien entendu, toujours les établissements scolaires et les universités, mais également la formation professionnelle en entreprise. Et donc, il pourrait y avoir dans la salle des personnes intéressées par notre solution aussi pour l'évangélisation à l'IA dans les entreprises, donc soit à travers des ventes du système, soit à travers des interventions. Et puis, si je peux donner une vision à plus long terme, c'est que notre logiciel évolue pour devenir un logiciel généraliste de contrôle de systèmes automatisés pour permettre à tout à chacun, sans formation poussée en intelligence artificielle, d'entraîner des systèmes automatiques avec des applications très diverses comme la vidéosurveillance, la domotique, le contrôle qualité, etc. Merci Thomas. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et notre dernier intervenant, last but not least, is online, live from Estonia, Lukas Katkowski. Lukas, yes. Hi, can you hear us? I can hear you very well. Can you hear me? Yeah, perfect. Hi, welcome, Lukas. Thanks for joining us. You are the CEO of Fully Verified. What is Fully Verified about? Tell us more. Sure. Thank you for having me. So my name is Lucas and I'm the founder of Fully Verified, and we are an identity verification service. So basically what we do is we check if you are who you say you are online. And we solve the problem of many identity verification services being too easy to cheat and not complying with higher level regulations. We created our company because when we looked at the market, we realized that most of the solutions available were simply insufficient. And we wanted to create something that delivers higher security and higher compliance, which in turn prevents fraud from happening. And that's why video is the main channel for our verifications. And this is the basis of our innovation. We don't rely just on taking simple pictures. And it is often not something that other solutions can provide. Most of them rely on taking simple pictures of documents and a selfie, whereas with us, the whole procedure is recorded on video from start to finish, which allows us to see the entire process of identity verification and not just parts of it like the pictures themselves. It also provides us with a lot more data that we can analyze. And by doing everything on video, we can cater to almost any country's regulations and customize the process to any needs. Thank you. My name is Lucas and the company is called Fully Verified. Thank you, Lucas. And that was our last startup pitching today. Back to French. Et ben voilà, on y est. On a passé une bonne partie de la matinée ensemble. C'était chouette. Je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions. Il nous reste encore. Alors, on a Laurent Balmelli donc sur le Zero Trust Architecture, Sylvain Pasini de la HEIGVD. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement pour nos speakers. Malheureusement, Alexandre a dû nous quitter. Il avait des obligations. Et puis Lénig aussi est toujours là.
Pas de questions online non plus pour nos intervenants éventuellement? Pas de questions non plus. Bon. Eh bien, c'est le temps de conclure. Si on a une question. Ouais. Sur le quantique, la crypto post-quantique. Merci. Alex? Alors, pour nos intervenants qui sont en ligne et qui nous suivent, ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt sur une remarque sur l'algorithme utilisé par condensation qui est basé sur des nombres premiers et qui, effectivement, dans un contexte post-quantique, pourrait poser problème. Le débat est lancé. Alex? Réponse? Droit de réponse? Mais c'est du 256 avec un facteur racine carrée, donc ça reste... On en discutera, on en discutera au café. Je pense que c'est effectivement le bon moment d'en parler au café et puis de continuer la discussion ici sur place. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être avec nous ce matin. Merci à vous en ligne. Donc, et puis, merci d'être venus. Merci à Y-Park de nous accueillir et puis on se réjouit de la suite. Rendez-vous pour le roadshow aux US et pour bientôt l'annonce des 10 finalistes donc du Tech for Trust et ensuite pour la finale. Merci à tous et à très bientôt. De remerciements à Maud de Y-Park pour son aide précieuse dans l'organisation, à Émilie qui n'était pas avec nous aujourd'hui mais qui s'occupait de toute la partie online, à Bruno qui est dans les coulisses et qui a géré aussi d'une main de maître la régie. Merci à vous d'être venus aujourd'hui aux Start-Upers online et présents, à nos intervenants. Et puis, j'ai oublié de vous dire que naturellement, on est dans le canton de Vaud et que le canton de Vaud est hyper actif dans le soutien de l'innovation. C'est normal, je travaille pour Innovo, c'est le moment d'autopromo. J'étais obligé de vous le dire. Mais moi, je suis là pour en discuter au café, de voir comment le canton et Innovo soutient l'innovation sur le canton. Il est l'heure du café, on l'a bien mérité, on l'attend tous. Partez pas, on a des super bons cafés, on a des jus d'orange et tout. Je crois même qu'on a du limoncello. Hein, Maud? Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci à tous. Au revoir.